Vous êtes des femmes, c'est vrai, mais vous avez des hormones masculines dans votre organisme. Oui, Donc les hormones masculines, ce sont les androgènes. Donc dans le cas du SOPK, on a une élévation de ces androgènes-là. C'est ce qu'on appelle l'hyperandrogénie. Donc du coup, cette hyperandrogénie-là occasionne la chute des cheveux, que nous on appelle l'alopécie. L'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est la présence de poils dans des zones où normalement les femmes ne devraient pas avoir. Comme le menton, la couronne, la lèvre supérieure, le torse. Voilà. Tout ce qui concerne les avant-bras et les jambes, ça compte. Donc ça, c'est l'un des signes. Ça, c'est un des axes. Nouveau jour, nouvelle expérience. Bonjour à tous et bienvenue dans le club. Un bel élan aujourd'hui, nous sommes assoiffés de connaissances. Avant toute chose, je vais vous demander à prendre de vos nouvelles. Les filles, comment ça va, Niki, Antonella? Ça va super bien, Esther. Et toi, Anto, ça va? Je suis rayonnante. En tout cas, oui, elle est très rayonnante. Pas que à l'intérieur, donc ça, tu nous le dis, mais tu es rayonnante. Ça se voit. Comme ça, on te regarde et on reste sans voix. En fait, elle ne nous a pas appelé, Esther. Pourquoi? Comment on peut décider de se mettre en noir blanc? Toi, tu te mets en noir rouge. On dit que c'est le mois de la Saint-Valentin. On reste dans le mois. En tout cas, ça te les gens aiment vivre l'amour. Mais quoi que vous avez raison, hein, c'est mieux de le vivre chaque jour, prolongé sur l'année, au lieu de le vivre un seul jour. Mais et toi, finalement, comment vas-tu? Bon, ça va. Ça va bien manquer. Hein? Oui, c'est vrai. Merci de demander. Elle a vécu la Saint-Valentin jusqu'à ne plus venir à la télé. Je t'assure, j'aurais préféré que ce soit ça la raison. Pourquoi pas? L'amour encore et encore. Alors, je vais vous faire part de quelque chose. C'est un constat et d'ailleurs, je pense que c'est lui qui va nous aider à rentrer dans le vif du sujet. Moi, quand je suis comme ça et je regarde certains bobos liés au fonctionnement du métabolisme féminin, j'ai envie de dire... Être femme, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est une galère. Déjà, sans maladie, les amis, on fait une petite liste des réalités, des normes. Variation des hormones, on sait ce que c'est, faut gérer ça. Les règles, l'accouchement, et j'en passe. Ensuite, pour les moins chanceuses, accouchement difficile, césarienne. Règles douloureuses, endométriose, trompe bouchée, fibrome, cancer du col, kyste ovarien. Tout ça pour nous, c'est tout ça pour nous. Tout ça pour ça. Tout ça pour tant de douleurs, tant de souffrances, tant de peine. Franchement, être une femme, en fait, c'est quelque chose. On porte quelque chose, hein. C'est nous le berceau de l'humanité. Mais oui, c'est nous. Alors, on va pas en rire, hein. On essaie de dédramatiser. D'ailleurs, je ne suis pas en train de faire un drama de la vie, hein. Ce n'est vraiment pas mon objectif là sur le champ. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut bien reconnaître que tout ceci n'est sûrement pas évident. Pas évident pour les femmes. Et d'ailleurs, nous parlerons aujourd'hui de l'une de ces pathologies, la dystrophie ovarienne. L'idée, c'est tout simplement d'aider tout un chacun à être mieux informé sur la chose. Recevons maintenant Salimata et Dr Odeouri pour en parler. Merci beaucoup, bonsoir les invités. Aujourd'hui, on lit ceci, dystrophie ovarienne. On est tellement peu informés sur la question que lorsqu'on vous voit venir comme ça, on a l'impression que c'est deux bibliothèques qui s'approchent de nous. Et on se dit, enfin, pas parce qu'on souffre nécessairement de la chose, mais parce que c'est très important d'être informé, de savoir quoi faire si ça arrive, de savoir quoi faire si on connaît une personne qui subit la pathologie. Et d'ailleurs, sans vouloir anticiper sur les choses, c'est ton cas, Salimata. Oui, effectivement. Avant toute chose, je vais te laisser te présenter. D'accord. Qui est Salimata? Alors, je suis Salima Koulibaly, appelée aussi Salimata ou Jolie pour mes intimes. Attends, le vrai nom, c'est Salima. C'est Salimata Koulibaly. D'accord. Voilà. Et puis, dans la maison, au travail, c'est Salima. Et sur le plateau du club, c'est Jolie, c'est je Jolie. préfère. Ok, je préfère Jolie là. Donc, je suis consultante en suivi évaluation et je suis aussi commerciale à mes heures perdues. Voilà, donc c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que j'aurai plus d'informations et aussi on pourra aider toutes les personnes atteintes de cette maladie. T'en fais pas, je porte ton besoin et c'est le nôtre également. Et on se tourne vers vous à ce moment-là parce que vous êtes docteur.
C'est vous là même qui allez nous informer sur tout. Alors, docteur Odoeouli, mais encore. D'accord, en fait, je suis docteur Odeori Koudou. Je suis gynécologue obstétricien. D'accord. Voilà, exerçant à l'hôpital général de Bingerville. Ça marche, d'accord. Donc, j'aimerais vous remercier de nous recevoir ici pour parler d'une pathologie qui est vraiment fait partie des, on va dire, des plus méconnus quand même. 30% de nos consultations, quoi. Waouh. Ah, du cycle, 30%. Déjà. Wow. Ah, bon, d'accord. On va rester toujours positif, on reste positif parce qu'on sait que s'il y a docteur, c'est que sûrement il y a solution. On va croiser les doigts quand même. Alors, parlant de ça, on l'a dit tout à l'heure, dystrophie ovarienne, on le dit comme ça, mais c'est quoi la définition? Qu'est-ce que c'est? D'accord. En réalité, on parle de dystrophie ovarienne la plupart du temps, mais il y a d'autres appellations. D'accord. On a notamment le syndrome des ovaires polykystiques. SOPK? SOPK, d'accord. Ou bien le syndrome de Leventhal. De Leventhal. Leventhal. Okay. Donc, comme le nom l'indique, c'est un syndrome, ce n'est pas une maladie en tant que telle, c'est un ensemble de signes qui, mis ensemble, forment ce syndrome-là. D'accord. Voilà. Donc, c'est une pathologie, enfin, c'est un syndrome lié à un dérèglement hormonal, soit au niveau central, c'est-à-dire au niveau du cerveau ou au niveau des ovaires. Voilà, on parlait des fameuses hormones là. Ça te fatigue? Tu es là comme ça et puis tu as un dérèglement à ton cerveau et ça agit sur tes ovaires. Voilà, en réalité, le métronome de tout ce qui est hormones liées à la femme vient de l'hypophyse. D'accord. Donc c'est l'hypophyse qui est le maître d'orchestre de tout ce qui est cycle menstruel. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise un terme très poussé en médecine, on va se lancer dans la définition de celui-ci. Du coup, l'hypophyse, qu'est-ce que c'est? L'hypophyse, c'est une glande qui est au niveau du cerveau, voilà, qui gère toutes les hormones qui sont en lien avec le cycle menstruel chez la femme. Donc, c'est nous seuls, on a hypophyse là. Non, on a une hypophyse aussi, nous les hommes. Mais pour nous, ça gère les hormones, c'est ça? Pour nous, ça gère le cycle menstruel. Et vous, ça gère? Nous, ça gère autre chose, tout ce qui est la formation des spermatozoïdes et tout. Si on l'a bien compris de vous, alors la dystrophie ovarienne égale le syndrome des ovaires polykystiques, qui sont un ensemble de signes qui constituent ce syndrome. D'accord. Et du coup, c'est quoi ces signaux? Ok, ces signes, on va les résumer en trois grands axes. D'accord. La première chose, c'est l'hyperandrogénie. Je vous explique. Vous êtes des femmes, c'est vrai, mais vous avez des hormones masculines dans votre organisme. Oui, c'est Donc, les hormones masculines, ce sont les androgènes. Donc, dans le cas du SOPK, on a une élévation de ces androgènes-là. C'est ce qu'on appelle l'hyperandrogénie. Donc, du coup, cette hyperandrogénie-là occasionne la chute des cheveux, que nous on appelle l'alopécie, l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est la présence de poils dans des zones où normalement les femmes ne devraient pas avoir. Comme le menton, la couronne, la lèvre supérieure, le torse. Voilà. Tout ce qui concerne les avant-bras et les jambes, ça compte. Donc ça, c'est l'un des signes. Ça, c'est un des axes. D'accord. Le deuxième axe, ce sont les troubles du cycle. D'accord. Voilà. Ce que nous on appelle l'oligoménorrhée. D'accord. Voilà. Oligoménorrhée. Oligoménorrhée, ce sont des menstrues qui sont très peu abondantes, qui ne viennent pas souvent. Maintenant, quand c'est vraiment espacé, ça s'appelle la spanioménorrhée. Voilà. Donc, on a ça, tout ce qui est trouble du cycle. Et puis, enfin, on a... moi, je vais vous dire Parce qu'on disait qu'il y a des femmes qui ne font pas du tout de règles quand elles ont la dystrophie ovarienne. Est-ce que c'est vrai? Oui, il peut y avoir des cas où il n'y a pas du tout de règles pendant 3-4 mois. C'est généralement pour ça qu'elles viennent en consultation, parce que ça effraie. Dans la plupart du temps, c'est une pathologie qui touche les femmes en âge de procréer. Voilà, donc entre 15 et on va dire 45 ans. Donc ne pas voir ces menstrues, ça effraie. Moi, je trouverais ça dommage de se dire que, bon, enfin moi, si je ne vois pas mes règles, je me dis que je suis enceinte. Tu vas chez le médecin parce que tu penses qu'il va t'annoncer la bonne nouvelle et finalement, non, tu rentres dans l'un des axes qui sont des signes qui parlent de dystrophie ovarienne. Donc vous m'emmenez justement vers le dernier signe, ce sont les signes échographiques. Lorsqu'on retrouve plus de 10 follicules par ovaire pendant une échographie. Et ces follicules-là se mettent en couronne. Vous voyez, ça se met à la périphérie de l'ovaire. Donc ça, c'est pas normal. D'accord. Voilà. Mais finalement, c'est quoi les causes de cette maladie? Enfin, c'est dû à quoi? Bon, comme je l'ai dit, c'est un dérèglement hormonal. Donc, les dernières recherches nous ont permis de savoir qu'il y a des causes génétiques. Oui. Voilà. Donc, la majeure partie, ce sont des causes génétiques et puis on a des causes extrinsèques. Ok, à savoir quoi? L'alimentation? À savoir l'obésité. L'obésité. Voilà, l'obésité, voilà, si vous voulez, potentialise les effets notoires du SOPK. Alors, du coup, finalement, on se retrouve au cas... Est-ce que toute femme en surpoids devrait se dire
je vais aller me faire tester parce que peut-être, est-ce que je suis en train de subir la conséquence d'une certaine dystrophie, d'une certaine maladie? Non, pas nécessairement. Toutes les femmes obèses n'ont pas de SOPK. On a des SOPK chez des femmes qui ont un poids normal. Voilà, à peu près 50%. Donc, si vous voulez, c'est un facteur additionnel qui complique un peu le tableau clinique. Voilà, puisque par la présence de cette obésité-là, il y a des perturbations métaboliques, notamment l'insulinorésistance. Bon, l'insulinorésistance, si vous voulez, il y a plein de sucres qui n'arrivent pas à être métabolisés dans l'organisme. Cette présence de sucre-là peut nous conduire vers le diabète de type 2, peut nous envoyer vers une hypertension artérielle aussi. S'il y avait des chiffres aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on sait à peu près combien de femmes sur 10 souffrent? Bon, c'est un peu difficile parce que la notification dans notre système n'est pas très efficace. Parce que les études qu'on fait, ce sont aussi des échantillons qui sont relativement réduits. Donc, il n'y a pas de registre où on notifie tous les cas de SOPK qu'on rencontre et qu'on mettra en commun pour toute l'étendue du territoire. Mais est-ce que vous, docteur, vous savez si à l'étranger, par exemple, il y a des chiffres qui sont connus? Oui, aux États-Unis, si vous voulez, les SOPK touchent entre 10 et 15% des femmes. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais vous êtes à l'hôpital général de Bingerville, vous dites, est-ce que vous êtes très souvent confronté à ce type de cas? C'est 3 patients sur 10. Hein. Oui, parce qu'il a dit 30% des patients. Oui. 3 patients sur 10. Mais pourquoi, selon vous, moi personnellement, j'avais jamais entendu parler de cette maladie, mais pourquoi c'est autant inconnu? Bon, je pense que, Dieu merci, aujourd'hui, vous m'avez invité. Donc, de plus en plus, je pense que les émissions qui sont regardées comme les vôtres, là, il faut faire intervenir des médecins. Il y a plein de choses qui sont ignorées par les femmes. Voilà, vous savez, il y en a beaucoup qui viennent assez tardivement. C'est un peu ça le problème dans le contexte. C'est le cas de l'endométriose dont parlait Niki. De l'endométriose ou bien des fibromes. Voilà, ça c'est dévastateur. On va y revenir. Salimata, quel âge as-tu? J'ai 27 ans. 27 ans? Oui. À quel âge est-ce que ce diagnostic a été fait? Comment est-ce que tout a commencé? Alors, c'est depuis 2019. D'accord. Voilà, depuis 2019 que j'ai remarqué. Enfin, en étant à l'hôpital, on m'a fait dire que j'avais une dystrophie ovarienne. Tout de suite, je n'ai pas compris. Je me suis demandé c'est quoi la dystrophie ovarienne parce que j'en avais jamais entendu parler. Voilà. Et je peux dire que les signes ont commencé par une fausse couche. Voilà. Wow. Et c'est juste après, 2 mois après, il y a eu absence de règles comme le docteur l'a dit. C'est ça qui, on va dire, te fait interpeller, te demande d'aller voir un gynéco. Sinon, apparemment, il n'y a pas de signe, autre signe qui peut te faire dire que tu es malade. Donc tout de suite, quand on n'a pas ces règles, on se dit qu'on est peut-être enceinte. Donc forcément, tu fais un test d'abord avant de te rendre à l'hôpital. Et quand tu vois que ce n'est pas le cas, donc, le docteur te dit que tu es atteinte de dystrophie ovarienne, mais tout de suite, tu ne réalises pas en fait que ce n'est pas quelque chose de facile. Je te dis non, t'inquiète, avec un traitement de 3 mois, c'est réglé. Donc je fais le traitement de 3 mois. Apparemment, ça va. J'ai mes règles qui reviennent. Est-ce que tu savais ce que c'était? Non, je ne savais pas, mais juste après, j'ai fait des recherches sur le net. J'ai vu un peu. Et la première question que j'ai posée, c'est est-ce que la dystrophie ovarienne tue? Parce que je me suis dit, dystrophie ovarienne, c'est quand même un gros mot. Voilà. Donc, mais quand qui te l'annonce, ce diagnostic? C'est le gynécologue. Et tu ne lui poses pas ces questions? Bon, je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé c'est dû à quoi. D'accord. Tout de suite, il me dit c'est dû à des infections. Des infections? Oui. Je dis, mais quel type d'infection? Parce que je ne me sens pas infectée, j'ai rien de gênant, je n'ai pas de démangeaison. Donc, qu'est-ce qui fait cette infection? Ou c'est juste à l'intérieur? Il dit non, que ce sont des infections mal soignées qui sont comme un peu stockées. Du coup, ça crée la dystrophie ovarienne. Mais déjà, c'est très bien de s'informer sur Internet. Mais moi, si je suis face à un gynécologue qui vient de m'annoncer une telle chose, je pense que il est le plus habilité. Internet, les informations vont dans tous les sens. On peut ne pas les comprendre. Il est le plus habilité. Même si je dois lui prendre 1 heure, j'ai payé ma consultation. On va noter, on va poser les questions. Autre chose, on peut avoir un moment, ce petit moment de démangeaison, de brûlure, etc. Ou même d'infections qui vous ont été annoncées. L'erreur que la plupart d'entre nous ont fait, on commence un traitement, dès que les symptômes, les manifestations s'arrêtent, on le cesse. Et si aujourd'hui, avec du recul, une femme peut être en train de se dire « mais comment est-ce qu'on peut me parler d'infection ?» C'est à cause de ce type de négligence. 1, ne pas laisser passer. Genre, je vais laisser. Ah, ça s'est fini seul. Ça ne finit pas seul. Voilà ce que ça peut entraîner. 2,
Tu commences à traiter parce que les symptômes sont arrêtés. Tu commences à arrêter le traitement. Non, il faut les finir. Ça permet d'éviter ce type de situation, s'il vous plaît. Comment ça a été la fausse couche? Est-ce que la dystrophie ovarienne a été la cause de la fausse couche? D'accord. Ça, par contre, je ne saurais vous le dire. D'accord. Par rapport à la grossesse, j'avais comme des petits boutons qui sortaient sur les pieds surtout. Et donc, j'ai été voir un dermato qui m'a prescrit des médicaments, tout en sachant que je n'étais pas enceinte, j'avais aucun signe. J'ai même eu mes menstrues précédemment. Et je devais les avoir dans les jours à venir. Donc, je n'imaginais pas du tout que j'étais enceinte. Et avec le dermato, il m'a posé des questions. Est-ce que tu es enceinte? On a vérifié qu'il n'y avait pas de grossesse. Donc, je prends les médicaments. Je lui ai dit peut-être 3 semaines après. J'avais des douleurs pendant la nuit. Donc, je me suis couchée à terre parce que ça soulage toujours. Donc, le matin, je me réveille presque avec quelques sangs. Je ne comprends pas. Je me dis, ah, mais tiens, mes règles sont venues jusqu'à ce point. Donc, lorsque je me tiens debout, il y a quelque chose qui tombe de moi. Donc, c'est là que je me rends compte, mais attends, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc, je cours rapidement faire un test de grossesse. Je constate qu'il est positif. Et je me rends à l'hôpital, le docteur me dit, ah ben oui, vous étiez enceinte. Et qu'est-ce que vous avez pris dernièrement? Je lui explique que voilà. Il dit, ah, c'est dû certainement à la consommation des médicaments que vous avez pris. Wow. Donc là, j'étais déboussolée, mais bon, c'était déjà fait. Donc on passe à autre chose et ensuite, c'est là que la dystrophie ovarienne est apparue. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement ma dystrophie ovarienne, elle est due à quoi? Parce qu'on m'a parlé d'hypofertilité, ce qui veut dire que je ne suis pas à même d'avoir d'enfant si je ne prends pas de médicaments. Donc je n'ovule pas. On m'a parlé aussi d'infection, on m'a parlé aussi d'obésité, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors que quand j'ai contracté cette maladie, cette pathologie, j'avais entre 60 et 59 kilos. D'accord. Par rapport à là, voilà. De toute façon, le docteur en avait parlé tout à l'heure en disant que ce n'est pas nécessairement les femmes qui souffrent d'obésité qui sont victimes de cela. Mais déjà, à ce niveau de confession, on a plein de questions à vous poser. Mais la première, avant de rentrer dedans, pourquoi existe-t-il des médicaments qu'on ne prend pas en cas de grossesse, sachant que quelqu'un peut être en grossesse sans savoir? Pourquoi on met le produit qui fait que les femmes ne doivent pas prendre si elles sont en cas de grossesse? Pourquoi on ne fait pas tous les médicaments de sorte à ce que tu es enceinte ou tu n'es pas enceinte, tout le monde prend? Parce que souvent, on n'en a pas conscience, mais on est enceinte. Et il y en a tellement qui ont dit, c'est parce que j'ai pris ça, c'est pas la première fois que j'entends. Et dire que je faisais mes règles, donc je ne peux pas imaginer un seul instant que alors qu'il y a des cas de grossesse où les règles viennent. Franchement, là, on est fâchés. Le fait que vous n'êtes pas pharmacien, ni en études laboratoire, mais il faut nous répondre. Ok, je vais vous expliquer ça simplement. S'il vous plaît. En fait, il y a plusieurs spécialités en médecine. Vous comprenez, non? Nous sommes les gynécos. Donc, les gynécologues connaissent la liste des médicaments qui ne passent pas sur la grossesse. D'accord. Voilà, en fonction du trimestre, que ce soit au début de la grossesse, deuxième trimestre, troisième trimestre. Mais l'autre spécialiste, lorsqu'il pose la question à la dame, normalement, bon, elle ne se savait pas enceinte, c'est bien ça? Oui. Voilà, elle ne se savait pas enceinte. Il y a des classes pharmaceutiques qu'on ne prescrit que dans la deuxième phase du cycle. D'accord. On s'est dit que la femme vient d'avoir, dans la première phase plutôt, elle vient d'avoir ses menstrues, donc elle n'est pas enceinte. Donc je pense que bon, ça a été un coup de malchance. Oui, certainement. Ça a été un coup de malchance. Messieurs, les pharmaciens et les chercheurs, on a vraiment besoin que les médicaments là soient comme ça, tout le monde, toute situation, tout sexe. Si vous pouvez faire des recherches dans ce sens-là, parce qu'on sait qu'il y a l'obsolescence programmée. Oui. On met un produit dans une pile pour que ça périsse. Donc, je sais que peut-être qu'il y a un ingrédient, vous pouvez retirer une petite goutte de quelque chose que vous pouvez ajouter qui va nous sauver nos progénitures. Parce que ça fait très mal quand on entend comme ça qu'on a perdu notre bébé à cause d'une chose pareille. On a l'impression que c'est de la négligence de notre part. On retourne encore une fois à vous, docteur. C'est pour ça que le conseil qu'on peut donner, dès que vous constatez un retard, il faut rapidement se rapprocher des gynécos, soit faire un test de grossesse, pour être toujours consciente de votre état, est-ce que vous êtes enceinte ou pas, parce que ça conditionne beaucoup de choses. Les docteurs en général, qui ne répondent pas. Oui, qui sont évasifs. Parce que moi aussi, je l'ai remarqué. Moi, j'ai remarqué, c'est pour ça que j'emploie le terme évasif. Moi, j'ai pas ça, je vais te donner pardon. Non, mais parce que après, ils sont désagréables. Il ne veut pas parler. Oui, après, ils sont désagréables. Ils peuvent même te demander, ah, j'ai beaucoup de patients. Donc mais je vais être désagréable aussi. Quand tu n'as pas une forte personnalité, tu vas te dire, bon, c'est bon, je laisse tomber, je vais chercher sur Internet. Donc, c'est tellement difficile. Malheureusement, au cours de notre formation, on n'a pas de... Je ne dis pas ça pour excuser, hein, mais on n'a pas de module de, si vous voulez, de communication, bien de psychologie, vous voyez un peu. Donc, il y va de la personnalité du médecin. Ça dépend de la personnalité de base du médecin. Voilà.
Mais vous, au cabinet, en fait, il a tellement vu les maladies des filles pendant la journée, il s'est dit, bon, écoute, ça c'est rien. Au cabinet avec vous, c'est comment? Généralement, ça se passe bien. Vous répondez, oui, on va venir là-bas. On va venir pour vérifier ensemble. Je réponds et mes patientes ne se plaignent pas généralement. Est-ce que vous pouvez enfin la situer ou mieux la approcher de la réponse qui lui permet de savoir comment est-ce que j'ai contracté cela? On va essayer de l'éclairer. Déjà, d'une chose l'une, la SOPK ou la dystrophie ovarienne n'a rien à voir avec un processus infectieux. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, définitivement, vous pouvez mettre ça de côté. Okay. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous poser, bon, c'est vrai que ce n'est pas une consultation, oui. mais il faut voir dans vos antécédents, notamment oui. familiaux. Oui. Est-ce que vos sœurs, est-ce que la maman a eu des problèmes du même ordre? D'accord. Pour répondre, il faut dire que c'est moi-même qui ai envoyé ça à la maison. Parce que tout le monde me demande, mais c'est quoi ça? Jusqu'à aujourd'hui, ma mère se pose la question, mais donc c'est quoi tout ça? Mais est-ce que ça peut venir des grands-parents, sachant qu'à cette période-là, il n'y avait pas de diagnostic. Oui. Donc, ils pouvaient souffrir de cela sans savoir. C'est possible. Mais non, comme je vous ai dit peut-être que c'est possible, mais dans mon entourage, c'est-à-dire la famille à côté avec qui je vis, personne. Personne. D'accord. Comme j'ai dit au départ, il y a des causes génétiques et puis il y a des causes extrinsèques. Les causes extrinsèques, on a notamment le stress. Quand on a une dose de stress qui est trop élevée, voilà, ça peut créer des problèmes au niveau de l'ovulation. Voilà, bloquer l'ovulation carrément. D'accord. Voilà. Moi, en fait, ce qui me dérange un peu dans cette histoire, c'est que je ne sens pas de sécurité. Parce que je dis n'importe quoi. Je vais voir tel X, il me dit c'est infection. Je vais voir une autre personne, il me dit c'est hypofertilité. Je vois une troisième personne qui me dit non, tu dois juste maigrir si tu fais un régime, c'est sûr que tu vas guérir. Tu n'as jamais de réponse J'ai jamais de réponse satisfaisante. Qui arrive à... Ou peut-être si je suis sûre que lui m'a dit ça, l'autre va me dire la même chose. Là, je suis sûre, je peux croire que c'est l'hypofertilité. Bien sûr. Voilà. Bon, pour le coup, on va rester accroché au diagnostic de ce médecin, ce gynécologue. On a fait beaucoup de recherches avant de le trouver. Donc nous, on croit en son diagnostic. Qu'est-ce qu'il en est de ta fertilité aujourd'hui? Oui, effectivement. On va dire même que c'est ce qui m'a donné le courage de venir. D'accord. Parce que la société n'est pas très gratuite, très tendre avec nous, les femmes qui sont dans ce cadre-là. Mais je vais parler personnellement pour moi. Effectivement, j'ai 11 ans de vie avec mon chéri et on a 3 ans de mariage. Donc forcément, la société n'est pas très tendre avec moi parce que je n'arrive pas à avoir d'enfant, chose qui n'est pas de ma faute. Je n'ai pas demandé à avoir cette pathologie. Donc, effectivement, ça peut se résoudre par les médicaments, comme on m'a dit. Mais j'ai fait maintes traitements qui ne m'ont pas donné de résultats satisfaisants. Du coup, j'ai décidé de m'arrêter. Ça fait, je crois, 6 mois que je ne prends plus de médicaments. Et bizarrement, le dernier examen que j'ai fait a dit que je n'avais plus de dystrophie ovarienne, mais que j'étais hypofertile. Ce qui veut dire que pour pouvoir ovuler, il faut forcément qu'on me mette sous traitement, et ce qui va me permettre d'avoir prochainement des enfants. Mais est-ce que ça, tu l'as fait jusque-là, ce traitement, pour pouvoir ovuler? Je ne l'ai pas fait parce que, bizarrement, j'ai l'impression que plus je prends les médicaments, plus je me sens mal et plus je grossis. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a fait croire qu'effectivement, j'ai de la dystrophie parce que j'ai vu qu'il y avait la pilosité qui était plus développée. Il y avait un petit sens de dépression. On a toujours envie que quelqu'un soit là. On a toujours envie de parler à quelqu'un. Et souvent, on a envie d'être seul, on n'a pas envie de voir quelqu'un. Parce qu'on se dit que les autres ne comprennent pas ce qu'on vit. Voilà. Et même quand tu dis à quelqu'un, j'ai la dystrophie ovarienne, oh, c'est quoi ça, maladie des blancs? Toi, tu es une blanche, hein, c'est quoi ça? Donc finalement, on n'a pas envie de raconter ça à quelqu'un. Je sais que plusieurs personnes seront étonnées de me voir ici. À part la famille, mon époux et 2, 3 amis, personne n'est au courant. Est-ce que tu te souviens de quelques noms de médicaments que tu prends? Est-ce que ce sont comme des pilules même? Oui, ce sont comme des pilules. Au départ, c'était pour soigner quoi? La dystrophie. D'accord. Exclusivement. Voilà. Exclusivement. Oui. Du coup, les médicaments? Les médicaments, c'était soit des pilules ou des injections. Et par rapport aux médicaments, souvent, j'ai l'impression que c'est plus pour faire du commerce. D'accord. Voilà. Parce que quand tu vas à l'hôpital, moi, j'ai plus vu 2 gynécologues en même temps. C'est-à-dire le matin, j'ai vu un et le soir, j'ai vu un autre. Celui du matin m'a dit « Ah, mais toi, tu as encore la dystrophie parce qu'il me connaît un peu, il me suit. Je dis, mais oui, je suis venue ici l'an passé, c'était comme ça, c'était comme ça. Il dit, d'accord, tu vas juste prendre des médicaments, ça va passer. Et je lui dis, mais tu es sûre que ça va passer? C'est là qu'il me dit, c'est-à-dire près de 5 à 6 ans après, c'est là qu'il me fait entendre que, mais est-ce que tu laves tes dessous avec des produits? Parce que quand tu guéris, c'est un peu comme tu te récontamines, vu que tu mets les mêmes dessous. Donc là, il me prescrit quelque chose que j'utilise pour laver mes dessous.
Alors, moi je reste perplexe parce que les filles, on a tout fait un peu, on a essayé de faire des recherches. Moi je lis comme ça sur internet que c'est comme si c'est incurable. Ce sont les conséquences qui peuvent être gérées, à savoir l'infertilité qu'on pourrait soigner, etc. Est-ce que c'est incurable? Oui ou non? D'accord, je comprends la dame. En réalité, pour faire adhérer un patient à un traitement, il faut que le patient comprenne la pathologie. Voilà, ça, elle n'est pas bien partie, hein, voilà. On ne répond pas à ces questions. Justement, je pense que les questions qu'elle a posées n'ont pas trouvé de bonnes réponses. En réalité, pour revenir à vous, ce n'est pas une pathologie comme le palu ou la fièvre typhoïde. On donne un traitement pendant un certain temps et puis on décide que c'est fini. Voilà, comme je vous ai dit, si c'est une cause génétique, vous avez les mêmes gènes. Donc ce qu'on peut faire, c'est un traitement symptomatique. Donc traitement symptôme par symptôme. Donc notamment la fertilité, on peut traiter l'ursitisme, c'est-à-dire la pilosité excessive, traiter les déséquilibres métaboliques. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour la dystrophie ovarienne, on a deux façons de traiter. Grosso modo, D'accord. On a la façon de traiter pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants tout de suite. D'accord. Auquel cas, on lui prescrit des pilules estroprogestatives pour, si vous voulez, discipliner le cycle. Maintenant, si c'est une femme qui veut faire un enfant, là, l'autre phase du traitement, c'est plutôt l'induction d'ovulation. D'accord. Voilà, parce que pendant la dystrophie ovarienne, je vous explique, les follicules, ce sont les précurseurs des ovules. Voilà. Normalement, dans un cycle, au départ, on a 6 ou 7 follicules. Et puis, au fur et à mesure que vous vous rapprochez du 14e jour, on a un des follicules là qui devient mature, qui devient plus gros que les autres. Voilà. Donc, c'est à ce stade-là que l'ovulation est déclenchée. Dans le cas du SOPK, tous ces follicules du début du cycle là grossissent en même temps, tous à peu près la même taille et restent dans l'ovaire. Donc, il n'y a pas d'ovulation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place? Non, il n'y a pas d'ovulation puisqu'il faut un follicule mature. Ça s'appelle le follicule de Degraaff. Donc quand il se développe, la personne... Quand ils se développent tous, donc du coup, tout le monde, ils se regardent. Voilà, ils se regardent, voilà. Donc il n'y a pas d'ovulation. D'accord. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc du coup, quand on tombe sur une jeune fille, on a dit de 16 ans, qui va encore à l'école, elle ne veut pas d'enfant. Quand on lui découvre un SOPK, elle, on la met plutôt sur le traitement estroprogestatif, voilà, pour réguler son cycle. Par contre, une femme de 27 ans qui est mariée, qui veut faire un enfant, elle, on va plutôt aller du côté de l'induction d'ovulation. Ça sert à quoi de réguler son cycle? Ça la guérit de quoi? En fait, le fait de réguler le cycle, si vous voulez, ça diminue un peu l'impact au niveau du métabolisme du SOPK. Puisque si on laisse évoluer comme ça, il y a l'obésité, on a l'hypertension, après qui peut apparaître le diabète. Maintenant, si elle veut un enfant et qu'on la traite dans ce sens, c'est quoi l'impact? L'impact, c'est que tous ces follicules qui restaient bloqués dans l'ovaire là sont libérés directement dans les trompes. Maintenant, ce que je voulais rajouter, c'est que le combat pour faire un enfant, on ne le fait pas seul. D'accord. Hein, vous voyez les causes d'infertilité. Quand vous prenez un disque, il y a un tiers de causes liées à la femme, un tiers de causes liées à l'homme et puis un tiers de causes liées probablement à une incompatibilité entre les deux. Voilà. Donc les femmes font souvent l'erreur de rentrer seules dans des schémas de fertilité alors que l'homme, on n'a pas testé. Voilà, vous comprenez? Voilà, voyez-vous... C'est le conseil que je peux vous donner, c'est une procédure qu'on fait à deux, une procédure de couple. D'accord, on va lancer la pub, on va y aller, je propose, et puis on revient juste après pour la suite. Son quotidien avec la dystrophie ovarienne, on parle bien de Salimata et de toutes ces femmes à travers le monde qui souffrent de cette pathologie. C'est la raison qui nous réunit aujourd'hui. On en parle. Salimata, elle reste très positive. Quoique, on s'apprête à lui dire de commencer ce traitement qui va booster sa fertilité. Parce que c'est le moment, je le sens, je ne sais pas pourquoi. Elle doit faire une jolie petite fille, je le sens. Dans ce cas-là, crois-moi, fille, garçon, jumeau, triplé, elle prend tout. Avec plaisir. Alors, rassurez-vous, en plus d'avoir Salimata, sur ce plateau, nous avons Dr Odéouli. Ça vient d'où? Odéouli. C'est BT. Parce que quand j'ai entendu derrière, c'était après Odori, c'était Koudou. Voilà. C'est mieux de prendre Dr Koudou. Voilà, pardon, c'est ça qui est écrit devant son cabinet. Tu as venu mettre Dr Koudou, attends, son voisin est Koudou. Alors, on va rester fidèle à la chose. Merci encore une fois à tous les deux d'être là sur ce plateau. En coulisses, vous l'entendiez dire j'ai des questions. Donc, on va laisser la parole tout de suite à Niki. Alors, moi, j'avais deux questions sur les deux types de traitements dont on parlait tout à l'heure là. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à ces traitements? Parce que tout à l'heure, Salimata a dit qu'elle commençait à prendre du poids, elle se sentait mal, elle n'est pas allée assez en profondeur des effets indésirables qu'elle ressentait. Mais c'est quoi les effets indésirables des deux traitements? Dans le cas où on a la jeune fille qui ne veut pas avoir d'enfant mais qui veut avoir un cycle régulier. Et dans le cas de la femme qui veut pouvoir procréer.
Tout c'est subjectif. Donc, on va regrouper. Pour les osteoprogestatifs, les effets secondaires, c'est notamment la prise de poids. Voilà, puisque les traitements hormonaux, dans leur grand ensemble, occasionnent des prises de poids. Oui. Voilà, donc, c'est ce qu'on retiendra pour les traitements osteoprogestatifs. Maintenant, pour ce qui est de l'induction d'ovulation, on a, comme effet secondaire, souvent recherché, des grossesses multiples. Mais ça, c'est bien, ça. On peut avoir des grossesses multiples. Et puis, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome d'hyperstimulation. Si cette induction-là n'est pas faite par un professionnel qui s'y connaît, ça risque de causer des problèmes. Ça peut se terminer même en réanimation. Oui. Waouh. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Oh là là. Comment nous autres on fait pour savoir si ce monsieur il est habilité? Il est habilité. Vous parlerez quoi Effectivement. Il faut que ce soit un gynécologue obstétricien qui est spécialiste en PMA, en procréation médicalement assistée. Mais normalement, dans la spécialité, il y a des sous-spécialités. Bien sûr. Voilà. Mais un autre gynécologue ne s'y lancerait pas, non, normalement? Bon, généralement, il y a certains gynécologues qui font des inductions. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs paliers d'induction. Voilà. Donc, quand on n'est pas spécialiste en PMA, on fait un certain type d'induction. À partir d'un certain seuil, il faut passer la main. D'accord. Et à propos, j'aurais une question. Allez-y. Durant ce traitement-là, qui consiste aussi à ovuler et en même temps à avoir les règles normales, j'ai eu des spottings. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est normal? Pendant le traitement par osteoprogestatif. Oui, c'est comme des petits spottings, saignements. ce sont des traces de sang, d'où le mot spot, des traces de sang dans les dessous. Oui, ça peut arriver par le cours du traitement hormonal. C'est un effet secondaire. Mais c'est nocif. Non, c'est pas nocif. C'est pas nocif, mais bon, ça peut toucher un peu la qualité de vie, puisque avoir des traces de sang, ça vient de façon inopportune. Donc, du coup, tout à l'heure, elle a parlé du traitement, elle a parlé d'injection, elle a parlé de pilules. C'est quoi au final? Le traitement, c'est... comment ça se passe? Quel type de traitement? Le traitement D'accord, moi j'ai... Pour le désir de maternité? Je peux dire que j'ai fait tout. Oui, désir de maternité, réguler les règles, tout. Okay, mais ils ne lui ont pas donné tous les traitements à la fois? Non. Il faut dire que quand je vois un gynécologue, il ne me dit pas si le médicament qu'il va me donner, c'est pour la fertilité, ou c'est pour les règles, ou c'est pour tel symptôme. Aujourd'hui, j'ai appris même qu'on soigne en fonction des symptômes. Ça, je ne le savais pas par contre. Merci au docteur d'être avec nous sur ce plateau. Effectivement. Merci beaucoup. Elle disait tout à cette l'heure, information, je ne l'avais pas. Son dernier diagnostic, on lui dit qu'elle n'a plus... Oui, que je n'ai plus la dystrophie ovarienne, mais par contre, j'ai plus de dystrophie ovarienne. Est-ce que c'est possible, des tailles normales. C'est possible, mais c'est momentané. Comme je disais, tout ce qui est pathologie avec une étiologie, une cause génétique, ça ne se guérit pas. Effectivement. Voilà, on peut stabiliser pendant un temps. Vous voulez faire un enfant, on vous aide à faire l'enfant. Vous voulez régulariser le cycle, on vous aide. Mais on ne peut pas traiter de façon définitive. Mais à ma soeur, moi je t'ai dit, je sens ça. Actuellement, c'est ta période. La petite fille est là. Avec son petit frère. Faites-toi un coup, ça va te fatiguer, mais il faut faire en même temps. C'est une fois que la femme est arrivée à la ménopause que tout le cycle... Non, que tout le cycle s'arrête. Voilà. Une fois qu'elle arrive à la ménopause, il n'y a plus tous ces effets. Même dystrophie, là, disparaît. Non, puisqu'il n'y a plus d'activité. En fait, les gynécologues, pour moins effrayer les patientes, ils te disent, la dystrophie, tu vas sentir que tu es guérie si tu fais un enfant. Mais même après, ça va reprendre, mais ce sera moins qu'avant. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Donc forcément, il y a des moments de pause où tout va bien, et après, ça reprend. Et là, ce moment où, normalement, je pense, tout va bien, puisque tu as été diagnostiquée oui, c'était en janvier. En ce moment saine, est-ce que tu souffres encore de... Est-ce que tu sens tes poils pousser plus fort ou tout soudainement, ça a baissé? Oui, je sens. Là, par exemple, avant, c'était juste un qu'on peut tirer au passage. Et là, ça vient. Les aisselles, le pubis, c'est pareil. Si, par exemple, j'avais l'habitude de m'épiler une fois par semaine, là, je suis obligée de faire 2 fois par semaine. Ok. Donc, guéri, enfin, partiellement guéri, momentanément stabilisé, mais présentant encore des symptômes. Ça, c'est normal? Ça peut arriver, puisqu'il y a le traitement symptomatique. Donc là, si c'est l'échographie qui vous a dit que vous n'avez plus de dystrophie ovarienne, mais l'échographie ne représente qu'une seule partie du diagnostic. Vous voyez, non, il y a les dosages hormonaux, tout ça qui n'ont pas été faits. Donc le dosage hormonal chez vous, je pense qu'il faut faire la testostérone pour voir est-ce que de ce côté-là, c'est équilibré ou pas. Parce qu'à l'échographie, on peut voir qu'il n'y a plus de dystrophie ovarienne, mais par contre, au niveau hormonal, là, ce n'est pas encore réglé. Effectivement. On parle d'échographie, de traitement, tout ça. Est-ce que tout ça, ça coûte cher? Ça coûte relativement cher pour lui, il va répondre comme ça. C'est de l'argent, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et moi, je pense que, je le dis pour les autres, le plus difficile, c'est là. Parce que, oui, c'est pas facile. Il faut avoir le mental. Voilà. C'est pas facile. Quand tu n'as pas de vie, je veux dire, maritale, ça va.
Mais quand tu es dans un foyer, il faut vraiment avoir quelqu'un avec qui vous vous entendez, quelqu'un de très patient, de très attentionné, quelqu'un qui te prend comme si c'est lui-même qui avait la maladie en fait. Sinon, ça sera difficile. Tu vas faire des dépressions de fou. Salimata, il l'a dit, le docteur, ce n'est pas une maladie. Ah oui. D'accord? Là, en ce moment, pour l'instant, tu es stabilisé. Oui. Fais ton traitement de fertilité. Donne-nous nos petits gamins. Même si ça revient, tu traites ton corps. Ça sera difficile, compliqué. Et puis bon, comme cette maladie, elle est hypocrite apparemment, quand tu seras en ménopause, tout va disparaître. Tout s'arrête. Mais après... Puisque la ménopause, ça signifie que la femme n'a plus d'ovules. Effectivement. D'accord. Voilà. Les femmes ont un nombre d'ovules qui est prédéterminé. Quand vous étiez dans le ventre de vos mamans à l'époque, le nombre d'ovules avait déjà commencé à baisser avant la naissance. À la naissance, ce nombre d'ovules-là, ça arrête de diminuer et cette chute-là reprend au moment de la puberté. Est-ce qu'on peut en parler encore une fois rapidement, Salimata? Apparemment, il y a une courbe de tel âge à tel âge, parce qu'il faut le dire aux femmes aujourd'hui, on se retrouve à moins 25%, à moins 6%, de tel âge à tel âge. Comment ça se passe à ce niveau-là par rapport aux capacités de fertilité? Généralement, on demande aux femmes de faire leurs enfants avant l'âge de 30 ans. Pourquoi? Voilà. Voilà, tout simplement parce qu'à cet âge-là... Donc tu dis quoi? On doit faire les enfants avant l'âge de 30 ans. Voilà. Moi, il y a un au moins. Moi, je commence à... Je viens d'entendre un truc comme ça. Parce qu'à cet âge-là... 27, moi, vous avez 32 bientôt. On va tous se lancer dans la chose. Lancez-vous. Faisons les enfants, s'il vous plaît. Parce qu'à cet âge-là, le potentiel au niveau du nombre d'ovules est déjà diminué de 50%. À quel âge? À 30 ans. 50%, moi j'ai entendu 25%. Non, 50%. C'est trop. Donc il vous restera autour de 25% vers les 40 ans. Et puis après, ça devient donc 50% là, ça c'est quand tu n'as pas de pathologie, tu n'as pas d'endométrio, tu n'as pas de... Tout est OK. Tout est Regardez les filles. De toute façon, un enfant, c'est une grâce. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, lance-toi. Surtout si tu as la trentaine. On n'a qu'à faire notre truc. On va se débrouiller après. Il mange ton riz avec toi, vous partagez. Même si tu n'es pas rassasié, vous allez... Franchement, je me rends compte de la chance que j'ai eue, moi. Oui, bien sûr. Parce que Niki est mère. C'est la seule ici. Magnifique petit garçon. Oui, et d'ailleurs, tu vas faire encore deux autres. Oui, deux autres. Seigneur Jésus, moi j'en veux 4, Antonella. Finalement, hein, tu en veux, hein, faut dire. Bon, d'accord, Salimata, c'est comment? Je ne changerai pas d'avis. C'est deux enfants. Deux enfants. Deux enfants. Docteur, on peut venir vous voir. Est-ce que Salimata, par exemple, pourrait venir vers vous pour son traitement par rapport à la fertilité? Déjà, elle peut venir vers tous les gynécos pour faire des explorations. Voilà, à part la dystrophie ovarienne. C'est-à-dire? Tous les gynécologues sont habilités à faire des explorations préliminaires par rapport à la fertilité. Et la fertilité, il y a beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, ça part du cerveau, au niveau des ovaires, il y a le monsieur aussi qu'il faut voir. Donc, c'est des consultations de couple. Voilà, on prend l'historique de tout un chacun. Une femme qui est déjà tombée enceinte au moins une fois, une qui n'est jamais tombée enceinte, le monsieur, bon, est-ce qu'il a déjà eu un accident au niveau du bassin, est-ce que. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là à poser pour planter le décor. Une fois que le décor est planté, l'efficacité de ce traitement-là repose sur l'identification précise du blocage. D'accord. Voilà. Donc il faut faire toutes ces explorations et puis après, prendre le palier supérieur. Mais après, qu'est-ce qui devrait interpeller une jeune fille d'aujourd'hui, une femme, à aller vers vous en consultation par rapport à la dystrophie ovarienne? Parce que, comme Antonella l'a dit, elle n'avait jamais entendu ce terme-là. On ne connaît pas franchement cette pathologie-là. On ne sait nous-mêmes pas si on a ça. Donc, qu'est-ce qui devrait nous pousser à aller voir le gynécologue par rapport à ça? De façon caricaturale, toute femme qui présente des troubles du cycle, à titre de oligoménorrhée ou spanioménorrhée, un cycle de moins de 21 jours ou bien un cycle long de plus de 35 jours, il faut venir consulter. Donc, du coup, quand tu as tes règles qui dépassent, et ça, c'est à partir qui sont irréguliers, tu as tes règles. Donc, à partir du moment où tu as tes règles, c'est-à-dire 12 ans, 10 ans, 14. Donc à partir de ce moment-là, si tu as ces règles et puis elles sont pas... Voilà, qu'il y a des troubles. Tout trouble, en tout cas, allons consulter. Arrêtez d'observer. Vous ne pourrez rien avoir comme interprétation. Et quand on vient consulter, comment on peut savoir qu'on a la dystrophie ovarienne? C'est quoi l'examen qu'on nous fait passer pour nous dire? Parce que j'ai entendu échographie tout à l'heure. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres. On a l'examen clinique d'abord. L'examen clinique, c'est l'examen du patient. Par exemple, pour ce qui est de l'acné, l'alopécie, la chute des cheveux, l'hirsutisme, ça se voit cliniquement. D'accord. Okay? On a le niveau biologique. On fait les tests hormonaux, FSH, LH, estradiol, tout ça, testostérone. Et puis on a l'échographie.
D'accord. Voilà. Est-ce qu'une patiente a le droit d'exiger de se faire diagnostiquer sur ces points-là pour savoir si au moins elle souffre de cela? Je sais que dans certains pays d'Europe, il y a ce qu'on appelle les bilans de fertilité. D'accord. Je pense que de plus en plus, ça commence à arriver ici. Oui. Voilà, donc, il y a des bilans de fertilité où partez, on fait une batterie d'examens pour savoir s'il n'y a pas de problème, que ce soit au niveau de l'appareil génital lui-même, au niveau des hormones, tout ça. D'accord, c'est bon. À partir de quel âge est-ce qu'il est préconisé, ce bilan? C'est au choix. Au choix. Alors, on n'oubliera pas de le faire. Mesdames et messieurs également, restez assis, on revient juste après la pub. De retour sur le plateau, aujourd'hui nous parlons de dystrophie ovarienne. Voilà, si vous nous prenez en marche, vous pouvez quand même vous asseoir parce qu'il n'est pas impossible de pouvoir comprendre, quoique faire sa réactualisation tout à l'heure. Voilà, docteur, une petite question avant de rentrer sur un autre pan de pathologie féminine. Okay. C'est qu'en cas de dystrophie ovarienne, on réussit à traiter l'infertilité. La dame tombe enceinte. Comment se passe la prise en charge? Au cours de la grossesse? Au cours de la grossesse. Au cours de la grossesse, il n'y a pas de prise en charge particulière, puisque tous les symptômes sont éteints. C'est une irrégularité du cycle menstruel. Pendant la grossesse, il n'y a plus de menstrues. Donc, ok. Voilà. Donc tout est normal. Donc il n'y a pas de prise en charge particulière. Quand vous avez une dystrophie ovarienne, que vous tombez enceinte. Salimata, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens prête de commencer le traitement? Moi, je pense que c'est le moment. Je lui ai fait mon regard là. Elle est prête là. Salimata, faut faire. Non, le sang. Pas, mais ça ne vient pas. Non, mais le docteur, il va gérer. Après, il a parlé de facteurs de stress. Je pense qu'il faut que tu te libères la Par rapport au stress, je vais dire que moi, je suis plutôt positive, mais la société m'embrouille un peu. Donc, ça te stresse finalement? C'est ça. Effectivement, parce que tu passes ici, ah, mais ça fait 3 ans que tu es mariée, ça fait 11 ans que vous êtes ensemble, il n'y a pas d'enfant, c'est quoi le problème? Bon, déjà, il y a le pouvoir de la pensée. Tu vas les mettre de côté et puis dire, je tombe enceinte cette année. Ça va t'aider, ça va booster la chose parce que les gynécologues le reprécisent encore et encore. Le stress est un facteur blocage par rapport à la prise de grossesse. On ne peut pas le négliger. Alors, on va parler un peu des fibromes. Docteur, ça, tout le monde connaît. C'est un peu plus fréquent. Je pense qu'on passe dans un quartier, tu vas en voir au moins 4 femmes qui vont lever la main pour dire « j'ai le fibrome, j'ai eu le fibrome », etc. Je pense que finalement, du coup, ce n'est pas à négliger. Quelle est votre approche sur la chose? Quelles sont les causes des fibromes? Ok, pour ce qui concerne les fibromes, on n'a pas de cause particulière. Tout ce qu'on sait, c'est que les fibromes se développent plus chez les femmes de race noire. Non. C'est une pathologie de la femme noire. C'est quoi, c'est dû au soleil? Soit en Amérique du Sud, aux États-Unis ou ailleurs. Attends. C'est pas dû au soleil. Mais qu'est-ce qui est dans notre... raciste? C'est génial. raciste. Vous savez, chaque pathologie a... Enfin, chaque race a des pathologies qui sont particulières. Voilà. Donc, les femmes blanches ont des fibromes, mais ce sont des fibromes de toute petite taille. Mais ici, on a des fibromes qui peuvent atteindre 17 kilos. Oui. Waouh! Alors, moi, je suis en train de réfléchir aux différences. On a déjà tous ces produits de défrisage, on dit que les produits décapants. Il y a quoi encore qui change? Vous pensez que c'est dû à ça? Non, je ne pense pas. Il faut dire que si vous voulez, nos mamans de l'époque faisaient des enfants plus tôt. Oui, d'accord. Voilà, elles commençaient plus tôt leur vie génitale, donc elles avaient des enfants plus tôt. Donc le temps d'arrêter d'avoir des enfants, non, le temps d'arrêter d'avoir des enfants, elles ne sont pas loin de la ménopause. Donc ces pathologies-là, endométriose, fibrome, n'avaient pas le temps de se développer. Maintenant, avec les conditions de vie, les femmes doivent travailler, vont longtemps à l'école, c'est à partir de 30-35 ans qu'elles vont chercher à faire les enfants. Mais les blanches, c'est la même chose. Non, mais elles, dans leur gènes, ce sont des fibromes de toute petite taille. Donc il n'y a pas de cause. Voilà pourquoi créer encore une fois des frustrations. Déjà, il y a plein qui apparemment... Non mais ça fait pitié, mais ça fait rire quand même. C'est inquiétant, moi ça me fait pas rire. Le pire, c'est qu'on ne connaît pas les causes en fait. Oui. On ne sait pas quand est-ce que ça peut nous prendre parce qu'on a fait ci, parce qu'on a fait ça. Il n'y a pas de cause donnée. Bon, l'heure n'est plus à être en train de chercher pourquoi moi, etc. Voilà. On va prendre les choses en main. On va demander encore une fois à la médecine de chercher à nous sauver, faire plus de recherches. On va éviter, on promet tout ce qu'il ne faut pas faire en tant que femme noire pour avoir les fibromes qui grossissent un peu trop. Voilà. Docteur, alors, les causes des fibromes ne sont pas exactement identifiées. Non, on sait juste qu'il y a un lien par rapport à la race. On sait qu'il y a un lien par rapport à la race. Pour éviter d'avoir des fibromes, parce qu'un fibrome peut, quand il commence à se développer, il est asymptomatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes. Oui. Et puis, au fur et à mesure, quand le fibrome prend du volume, en fonction de sa localisation, la symptomatologie apparaît et est différente. Lorsque le fibrome bombe à l'intérieur de la cavité utérine, ce sont les métrorragies, c'est-à-dire des saignements excessifs, les hyperménorrhées. Vous avez des dames qui vont vous dire, bon, j'ai saigné pendant une dizaine de jours,
Et elles viennent dans des tableaux d'anémie, à 6 ou 7 grammes d'hémoglobine. Donc ça, c'est le premier type de symptôme. Deuxième type de symptôme, quand le fibrome grandit à l'intérieur du muscle de l'utérus, là, ce sont les douleurs. Voilà. Ce sont des femmes qui ont tout le temps des douleurs qui vont venir vers vous. Ah, docteur, j'ai mal, je sens une boule ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà. Troisième type de symptomatologie, lorsque le fibrome pousse vers l'extérieur de la cavité utérine, il y a le risque de compression des organes de voisinage. Donc, ça peut comprimer les intestins, on va se retrouver avec des constipations chroniques. Le ventre qui gonfle. Voilà, ça, on peut se retrouver avec une hydronéphrose. L'hydronéphrose, c'est quoi? C'est que le fibrome est tellement volumineux qu'il coince le trajet des urétères, les tuyaux qui descendent des reins. Voilà. Donc, une fois que c'est coincé, quand c'est coincé, la femme peut rentrer d'abord en hydronéphrose, c'est-à-dire que les canaux prennent du volume, ensuite en insuffisance rénale. Puisque les reins ne peuvent plus fonctionner du fait de l'obstacle qui est là. Bon, alors du coup, tout de suite, ce qui vient dans notre tête, c'est comment traiter. Surtout et d'autant plus parce que lorsqu'une femme vient voir un gynécologue, on veut la vérité. Oui. Il lui dit, vos fibromes sont de petite taille, on ne peut rien faire. Il faut attendre que ça grossisse pour opérer. Après, comment est-ce qu'on peut être en train d'attendre? Après, j'entends dehors, ça c'est une rumeur qui court, hein, que fibrome on n'opère pas, il faut plutôt se rabattre vers les traitements traditionnels. Maintenant, si on se rabat vers cela, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher les plantes là aussi? Désolé, docteur, n'est-ce vous. Hein. Mais vraiment, c'est fantastique. J'encaisse pour vous. Comment ça se traite? Est-ce qu'il est vrai qu'il faudrait patienter? Ok. Donc, les indications opératoires sont différentes en fonction du type de fibrome, en fonction de la localisation. Il y en a plusieurs? Oui, il y en a plusieurs. Oui, par rapport à la localisation. Voilà, par rapport à la localisation. Donc, je vais vous dire ce qu'on rencontre généralement ici. Généralement ici, on va rencontrer une dame autour de 35 ans avec un fibrome de 2-3 kilos. Généralement, c'est comme ça qu'elles nous viennent. Ce qui cause... Après avoir essayé les traitements traditionnels, la prière, tout ça, hein, donc ça prend le temps de grossir. Quand elles viennent, le fibrome est tellement gros qu'on n'a pas d'autre alternative que de ce que nous on appelle l'hystérectomie, puisqu'il n'y a plus d'utérus quasiment. Je vous donnerai les images. Donc vous faites l'ablation de l'utérus, c'est ça? Quand le fibrome est trop, et là, c'est fini, elle ne peut plus avoir d'enfant. Voilà. Donc, mesdames, venez tôt à l'hôpital. Vous dites de venir tôt à l'hôpital et au moment où on part. Ce que nous, on vous conseille, c'est quoi? Déjà, chaque femme devrait avoir son gynécologue. D'accord. Pour faire au moins une écho, au moins chaque 2 ans, pour faire l'état des lieux. D'accord. Voilà. Quand les fibromes sont de très petite taille, on a une alternative thérapeutique qui est l'embolisation des fibromes. L'embolisation, c'est qu'on injecte des billes de plastique dans la vascularisation qui va à l'utérus pour aller préférentiellement dans la vascularisation des fibromes. C'est quand ils sont de petite taille, moins de 4 cm. Vous comprenez, non? Maintenant, pour les fibromes qui sont vers la cavité, on peut passer par l'hystéroscopie opératoire. On prend une petite caméra, on passe par le vagin. Quand le fibrome est de petite taille dans la cavité, on peut le retirer. D'accord. Maintenant, en troisième lieu, les fibromes qui sont... qu'il faut attendre que ça grossisse. Bon, je veux dire, vous n'allez pas faire une intervention sur un fibrome d'1 centimètre. Si ça n'a pas un fibrome qui ne fait pas parler de lui, on le laisse tranquille, on le surveille. Oh, attendez, docteur. Moi, j'insiste, excusez-moi, parce que j'ai au moins 10 personnes dans mon entourage qui sont en train d'attendre. Parce que ça a grossi, on va les opérer. Non, en fait... Et là, la chose, c'est que vous dites moins de 4 cm. Croyez-moi, j'ai tous les centimètres là, en diamètre, on leur donne. C'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, tu as quelque chose, c'est 2 quelque chose, 3, quelque chose. Et on leur dit qu'il faudrait patienter l'opération. Sous prétexte que, comme vous le dites, ils ne font pas parler d'eux, ils ne sont pas dans l'ovaire, ils ne sont pas situés, ils sont dans la cavité juste et que ça va, ils ne sont pas nocifs. Mais même s'ils ne sont pas nocifs, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les billes? Pourquoi on attend? Pourquoi arriver jusqu'à l'opération? Cette technique qu'on appelle l'embolisation des fibromes, là, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Il y en a qui ont l'argent, on leur a rien demandé. On peut dire les chiffres. Oui, on peut dire. Il faut compter, c'est au-dessus du million, quoi. Au-dessus du million? 1 ou 2 millions. Ouais. Et c'est plus cher que l'opération. En fait, le principe du traitement des fibromes, c'est quoi? Lorsque le fibrome est asymptomatique, vous n'allez pas aller opérer, parce que opérer aussi, c'est un risque. C'est ça. Ouais, voilà, il y a des risques pour toutes les interventions. Malgré les billes, là. Voilà, donc toutes les interventions sont risquées. Ça, on ne peut pas le cacher. Ouais. Voilà, donc, on s'est dit quoi? Si le fibrome n'est pas asymptomatique, qui n'est pas sur le trajet des trompes, qui ne vous empêche pas d'avoir une grossesse, on le laisse tranquille, on le surveille. Voilà. Jusqu'à ce que... On le surveille jusqu'à ce qu'il gêne, jusqu'à ce qu'il soit symptomatique. Et là, si jamais la femme commence à trop saigner, si jamais il y a des signes de compression, là on intervient. D'accord.
Cette femme, c'est pas facile d'être. Qu'est-ce qu'on en pense, les filles? Raison pour laquelle vous devez faire les enfants le plus tôt possible, avant que toutes ces pathologies. Du coup, où vous contactez? Parce que si on va à l'hôpital général de Bingerville, on risque de nous mettre sur la liste d'un autre. Est-ce qu'on a un contact personnel, professionnellement joignable? Oui, c'est possible. Oui. Est-ce qu'on pourrait l'avoir, s'il vous plaît? 07 47 72 76 82. D'accord. Et vous nous donnez la permission de vous joindre? Il n'y a pas de problème, je suis disponible. Et donc, si on appelle à l'hôpital de Bingerville, on dit on veut voir monsieur... Docteur Odéoré. Docteur Odéoré. C'est pas Kodou. Hein. Les deux. Donc, si on dit Kodou, ça passe. Et c'est quoi non, il y a un autre docteur Koudou là-bas que je salue d'ailleurs. Donc là, on a le contact de docteur Odéoré. Oui. Quels sont ces jours de consultation à l'hôpital général de Bingerville? Le vendredi matin. Les vendredis seulement. Ah, donc vendredi, nous on travaille. Mais vous êtes chargé alors? Ne vous inquiétez pas, on est en train de travailler dessus avec un groupe d'amis. Une application mobile qui va pouvoir vous permettre de prendre des rendez-vous avec vos spécialistes de la maison. Mais n'empêche, vous serez libre que le vendredi. On va voir. Et donc... Bon, écoute, tu as vendredi prochain. Oui, oui. Tu peux voir le médecin. Ça, c'est s'il est libre. Parce ça, que c'est pour le suivi. Non, mais il sera libre quand même. Ils étaient sur le plateau du club ensemble, là. Quand même. En fait, on a les jours opératoires et puis il y a les jours de consultation à part. Les jours, c'est toute la journée, ce sont des interventions. Ok, d'accord. Ok, voilà qui nous rassure. Merci encore une fois, docteur, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Vous nous avez comblé de connaissances. Nous sommes inquiètes. Il y a beaucoup de lacunes. Aujourd'hui, avec vous, et grâce à vous, nous sommes bien partis. On sait ce qu'il faut faire. Avant toute chose, c'est de penser le plus tôt possible lorsque vous avez une jeune fille en âge de procréer, de lui faire voir un gynécologue qui va lui faire son premier bilan de santé, pourquoi pas. Ouais. Et puis, lorsque vous avez une jeune fille ou vous-même, vous êtes une personne adulte qui peut se prendre en charge, au moins de petits bobos, allez chez le gynécologue, ne pas patienter qu'on finisse par guérir seul ou non. Et puis, je pense que tu as aussi des conseils à donner. Oui, bien évidemment. Bon, je demande aux femmes qui souffrent de cette pathologie-là de ne surtout pas se décourager. La dystrophie ovarienne. Et surtout d'être positif, de prendre la vie du bon côté, de décider de vivre. Parce qu'on ne sait pas quand exactement ça va s'arrêter. Voilà, et surtout de ne pas se décourager, de faire tout ce que le docteur demande. Parce que les traitements sont longs et très fatigants. Mais il faut croire en sa guérison. Il faut croire qu'on peut avoir son enfant quand on le désire avec la foi. Et puis bon, je pense que ça va aller. Exactement, amen, amen. Amen. Et puis voilà, elle parlait de traitement et le docteur de traitement asymptomatique. Donc, posez des questions à votre médecin pour savoir ce que vous êtes en train de traiter en ce moment. Ça permet d'aller d'évolution en évolution, cas par cas. Et puis tout va bien se passer. Force et courage à tout le monde. Au revoir.